Nous sommes à un point où ce que nous décidons aujourd'hui va déterminer l'avenir. Je crois que je suis le premier président qui a voyagé dans un pays en guerre pendant la guerre. Et quand j'ai rencontré les Israéliens, c'était parce que je voulais apporter mon soutien au moment où 1300 personnes ont été massacrées en Israël et où le Hamas a provoqué des attaques meurtrières épouvantables au prix des otages. J'ai parlé aux familles, j'ai parlé au président et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour ramener chez eux les otages. Nous n'épargnerions rien pour que ce retour se fasse avec le maximum de sécurité. Il faut lutter contre le mal et les Juifs sont bien placés pour le savoir. Il n'y a pas de limite à au comportement honteux dont l'homme est capable. Et les gens que j'ai vus étaient tellement en colère, tellement pleins de douleur. J'ai parlé au président Abbas aussi. J'ai répété que les États-Unis étaient engagés pour maintenir la dignité et la détermination des Israéliens. Et on ne peut pas le leur retirer. Je suis navré, j'ai le cœur brisé de ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu l'explosion d'un hôpital à Gaza qui n'était pas fait par les Israéliens. Les Palestiniens veulent vivre en paix. Et après des mois de guerre et de brutalité en Ukraine, la douleur est partout. L'invasion aussi. On a trouvé des traces de massacres en masse. On a constaté des enlèvements d'enfants, des tortures d'enfants. C'est épouvantable. Et dans les deux cas, il y a une négation de la démocratie. Le Hamas est déterminé à ne faire que des meurtres, des assassinats, à éliminer le peuple juif, utiliser son peuple comme des boucliers humains. C'est épouvantable. Et Poutine nie qu'en Ukraine, le pays est droit à sa souveraineté. Il n'y a que 2 semaines encore, il a dit que les États-Unis n'avaient qu'à ne pas se mêler de aucune guerre, que l'Ukraine n'avait plus qu'une semaine à vivre. Tous ces conflits sont la négation de l'humanité. Et pourquoi les Américains s'en occupent? Parce que c'est vital aussi pour l'Amérique. Il ne faut pas laisser la terreur régner. Les dictateurs n'ont pas le droit de continuer à faire cela. Et il faut essayer de les arrêter. Et le peuple américain se soulève contre cela. Il faut qu'il y ait une limite aux appétits de pouvoir, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Et il faut se rappeler aussi du don de la part de la Russie à propos de la Pologne et ce qui s'est passé pour les provinces baltiques, pour la Lituanie, l'Estonie et pour les 75 ans de paix qui ont eu lieu en Europe et qui étaient la pierre angulaire de la paix voulue par les Américains et créée en Europe. Et nous ne cherchons en rien qu'il y ait des troupes américaines qui se battent contre les Russes. Et ce n'est absolument pas notre but. Nos concurrents regardent ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons en Palestine et qu'est-ce que nous faisons en Ukraine? On essaie de résister contre tous les agresseurs. Et il faut éviter que le chaos s'étende partout, que cela
cela gagne au Pacifique et surtout au Moyen-Orient. L'Iran soutient les Russes en Ukraine et soutient le Hamas. Et nous aussi, eux aussi sont responsables de tout ce qui se passe et nous les accusons de cela. Il y a quelques pays au Moyen-Orient qui s'en sortent mieux, je voulais annoncer qu'il y aura le sommet des plus grandes économies avec davantage de marché, davantage de prospérité. Et cela profitera aux gens du Moyen-Orient comme à nous si on peut vivre en paix. Les responsables mondiaux voudraient cela. Nous voulons que l'Amérique puisse vivre en paix, en sécurité, et des activités comme les Russes en Ukraine ou le Hamas nous empêchent de vivre dans cette paix. Et c'est pour ça que je vais envoyer des messages à notre Congrès ainsi qu'au Conseil de sécurité et leur expliquer que investir dans la paix dans ces deux lieux d'agression, ce serait profitable pour tout le monde et pour que nos enfants et nos petits-enfants vivent dans un monde prospère. En Israël, il faut s'assurer qu'ils puissent protéger leur population maintenant et toujours. Et je vais demander au Congrès leur appui pour soutenir la sécurité israélienne et pour affûter encore plus le bras militaire d'Israël que nous soutenons déjà et qu'il ne puisse plus y avoir d'attaques comme ça, d'actions hostiles dans la région. L'Amérique doit montrer sa force et rester forte. Et en même temps, le président Netanyahou et moi-même, nous avons discuté hier de la nécessité de respecter les règles de la guerre, c'est-à-dire protéger les civils et la population de Gaza qui a faim, qui a besoin de médicaments. Hier, dans les discussions avec eux, avec le président Netanyahou et aussi en Égypte, j'ai réussi à obtenir qu'il y aura le passage de convois humanitaires et le premier envoi va avoir lieu et que de l'assistance humanitaire va pouvoir leur parvenir. Et nous ne pouvons pas renoncer à la paix, c'est ce que j'ai dit hier. En Israël et par rapport et puis les populations palestiniennes ont le droit tous les deux de vivre en paix. Et dans les années récentes, il y a eu trop de haine, trop de racisme, trop d'antisémitisme, trop de xénophobie. Et partout dans le monde, on voit la lumière des événements récents, les attaques, les meurtres, les assassinats, ça me brise le cœur. Les profondes blessures qui sont causées dans la communauté juive par le passé et à l'heure actuelle, de nouveau ces attaques et alors les gens massacrés alors qu'ils menaient leur vie normale de tous les jours. Les Palestiniens aussi, et ce sont des communautés qui sont écœurées par ce qui leur arrive et par les attitudes qui nous ont valu aussi le 11 septembre. Et par exemple, un petit garçon qui avait juste eu son anniversaire de 6 ans et qui a été assassiné à Chicago. Et c'était Waldiha, un gentil Américain, un Américain palestinien. Et on ne peut pas rester silencieux face à cela. Il faut annoncer les choses, il faut les dénoncer. Et c'est de l'antisémitisme, c'est de la xénophobie. Et je le vois partout. Et quand je le vois, je voudrais vous dire, tous, vous êtes Américains.
Et dans des moments comme cela, quand il y a cette haine, cette colère, il faut se soutenir les uns les autres et se rappeler quelles sont nos valeurs essentielles. La liberté d'expression, le droit de ne pas être pareil et de ne pas avoir les mêmes opinions sans être ciblé, et entre autres dans les écoles. Quand j'étais en Israël hier, j'ai vu, je leur ai rappelé de notre colère après le 11 septembre, et j'ai reconnu qu'on avait fait des erreurs, et j'ai recommandé à mon collègue de ne pas être aveuglé par la colère. Il faut rejeter toutes les formes de haine, que ce soit contre les juifs, les musulmans, n'importe, pas de haine. Et nous sommes une grande nation en Ukraine. Je demande au Congrès de veiller à ce qu'on puisse continuer à envoyer les armes dont ils ont besoin sans interruption, pour que l'Ukraine puisse cesser d'être victime de brutalité et d'invasion. D'ailleurs, Poutine croyait qu'il allait pouvoir prendre Kiev et tout le pays en 2 jours, et puis il a échoué, il continue à échouer. Kiev est toujours solide, résiste. L'Ukraine a regagné plus de 50% du territoire qui lui avait été pris, avec la coalition de tous les pays qui la soutiennent, les États-Unis, mais une cinquantaine d'autres. Et ils ont réussi à les faire reculer. Et Poutine s'est tourné vers l'Iran et la Corée du Nord pour ses tactiques et pour acheter ses armes. Et dès le début, j'ai dit, je n'enverrai pas de troupes en Ukraine. L'Ukraine, elle veut de l'aide matérielle, des capacités, des munitions, de quoi faire reculer les Russes, des systèmes antiaériens pour intercepter les missiles. C'est ça qu'ils veulent, et pas des troupes. Et on leur en envoie. On envoie des... Quand on aura épuisé... en fait, on a envoyé nos propres armements, et puis on va utiliser l'argent que le Congrès va nous attribuer pour reconstituer nos stocks. Et les Patriotes, par exemple, et puis d'autres munitions, les obus, etc., qui sont fabriqués aux États-Unis. Et c'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est là-dessus que repose la démocratie. Nous servons la cause de la liberté. Et au début de l'année, je suis allé sur un Air Force 1 pour un vol secret en Pologne. Là, j'ai été dans un train avec toutes les fenêtres condamnées. Et je suis allé à Kiev. Et on m'a dit que j'étais le premier Américain à entrer dans une zone qui n'était pas tenue, zone de guerre, pas tenue par les Américains. Et c'est vrai qu'il y avait juste mes conseillers, un tout petit groupe. Et quand je suis allé dans ce train rencontrer le président Zelensky, je ne me sentais pas seul parce que j'apportais avec moi l'idée de l'Amérique, la promesse des États-Unis. Et la même chose qu'il y a 250 ans. L'indépendance, la liberté, l'autodétermination. Et c'est ça que j'ai apporté comme message au président Zelensky en même temps que ma présence. Et je me suis senti investi de quelque chose de très important. L'Amérique est malgré tout encore le plus grand pays. Et comme a dit Margaret Albright, Madeleine, nous sommes... nous représentons beaucoup parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne voudraient pas qu'on les oublie, pour qui nous sommes la lumière vers laquelle ils se tournent. Et nous n'avons pas beaucoup de temps et nous devons nous dépêcher de lutter contre ces politiques de haine et de rage et des activités criminelles comme le Hamas ou comme Poutine. Je refuse de laisser cela se produire. Il faut que nous nous rappelions de qui nous sommes. Nous sommes les États-Unis d'Amérique.
les États-Unis d'Amérique. Il n'y a rien que nous ne puissions faire si nous le faisons ensemble et avec volonté. Merci, concitoyens. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse nos troupes et les protège.